Il faut essayer de redonner à la parole, à l'échange, au dialogue, à la réflexion collective, un sens avec une formulation du sens qu'il faut donner à cet événement historique, très douloureux certes, mais qui est aussi probablement porteur de nouveaux horizons, d'espoir en quelque sorte. C'est une promesse pour l'avenir, parce qu'un peuple comme ça efface cette menace existentielle qui pesait sur nous. On ne pourra pas nous éliminer ou nous vaincre de cette manière-là, c'est juste pas possible. On a décidé de donner la parole à notre chère Claude Breitman, qui est présidente du collège académique, en tout cas du campus francophone du collège académique de Netanya, et qui a décidé, vu les circonstances et vu la situation en Israël, de réagir et d'organiser une réunion virtuelle certes, mais une réunion qui sera, j'en suis sûre, passionnante. Elle est avec nous ce matin, Claude Breitman. Bonjour et bienvenue. Bonjour chère Cathy et bonjour à tous. Merci de m'inviter parce que je pense que c'est important aujourd'hui. Chacun d'entre nous a besoin de s'exprimer, il ne faut pas se taire. Je crois que le silence, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable aujourd'hui, à la fois chez nos ennemis et nos amis, mais entre nous aussi. Il faut essayer de redonner à la parole, à l'échange, au dialogue, à la réflexion collective, un sens qui va, je crois, nous porter vers peut-être de nouveaux horizons, avec une formulation du sens qu'il faut donner à cet événement historique, très douloureux certes, mais qui est aussi probablement porteur de nouveaux horizons, d'espoir en quelque sorte, et je vais peut-être vous surprendre en vous disant un certain nombre de choses. Alors, le 9 novembre, vous allez organiser à 19h un Zoom qui, je pense, est ouvert à tous. Rien ne sera plus jamais comme avant, mais alors, quel sera notre après ? Donc, le thème, j'imagine que c'est Israël d'après. C'est pas un peu tôt pour en parler déjà ? Non, écoutez, je crois que c'est surtout le sentiment profond, si vous voulez, de cette espèce de non-sens, de cet événement historique qui nous a agressés d'une manière effroyablement douloureuse et qu'il faut essayer de replacer peut-être dans un contexte d'histoire, dans un contexte de spiritualité, dans un contexte aussi géopolitique inévitablement. C'est la raison pour laquelle nous avons invité 4 grandes voix à nous rejoindre ce soir-là. Nous aurons Sarah Feinberg, qui est une chercheure tout à fait remarquable et extrêmement diplômée, qui s'est engagée sur un très très grand nombre de conflits dans le monde et qui a véritablement fait des recherches remarquables, que ce soit en Russie, que ce soit en Ukraine ou que ce soit sur d'autres fronts. Et cette expérience-là, même dans toute son émotionnalité en ce qui concerne Israël, va probablement nous donner aussi une certaine, si vous voulez, idée de ce chaos un petit peu mondial dans lequel notre conflit à nous a pris une place très importante. Nous aurons aussi le rabbin Daniel Epstein qui va nous accompagner de sa spiritualité, de sa sagesse, et qui va essayer de trouver dans les racines, dans la tradition, dans l'héritage juif, une définition de cet engagement exceptionnel qui, je crois, fera exemple dans l'histoire des nations, de ce qui se passe en Israël entre la société civile, citoyenne et l'armée, qui est le peuple aussi, et ce peuple magnifiquement combattant véritablement, qui trouve si vous voulez, le sens de son destin et le défi non seulement de sa survie, mais de son existence profonde en tant que peuple juif en terre d'Israël. Je pense que ce sera sûrement réconfortant parce qu'il a cette capacité extraordinaire de pouvoir nous montrer derrière précisément ces grandes souffrances quelque chose qui a à voir avec notre identité profonde et qui peut pas seulement nous rassurer, mais aussi nous faire encore une fois envisager les promesses de l'avenir. Nous aurons Denis Charbit, qui de loin, des États-Unis, parce qu'il est là-bas en année de Shabbaton. Vous imaginez ce que ça veut dire d'être un professeur juif aujourd'hui en Amérique, avec ce qu'on sait de cet antisémitisme haineux
est très violent, précisément dans le domaine universitaire et dans les universités des États-Unis. Alors il nous donnera, lui aussi, si vous voulez, une perspective un peu historique avec de très grandes références pour essayer de comprendre, si vous voulez, la place d'un conflit comme celui qui nous oppose au Hamas, pas aux Palestiniens, parce que je dis toujours, nous, on n'est pas en guerre avec les Palestiniens, on est en guerre avec le bras terroriste de l'Iran, ce qui concerne évidemment le monde entier. Et ça m'amène au témoignage de Harry Ben Semoun, qui se bat depuis le début de ce conflit, précisément pour essayer de nommer les choses telles qu'elles doivent être nommées, avec toutes, si vous voulez, ces fausses vérités, ces contre-vérités qu'on voit déferler sur tous les plateaux d'Europe. Et il nous apportera évidemment le sens de son combat et à quel point cette parole est importante. Il faut qu'elle soit entendue, il faut qu'elle s'exprime, malgré les difficultés, malgré les opposants. Donc je crois, si vous voulez, que ces 4 voix réunies vont nous permettre à nous de regarder les choses avec un tout petit peu de hauteur. On en a besoin, Cathy, parce qu'on est abreuvé, on est saturé de faits, d'informations du matin au soir. On est complètement immergé, si vous voulez, dans cette souffrance, dans cette inquiétude, et en même temps, on voit tout ce qu'on fait en tant que peuple juif en terre d'Israël. Et je crois qu'à cet égard, cette espèce de dissonance peut être la promesse d'un grand espoir. Moi, je vais vous donner mon opinion personnelle, tout simplement avant de revenir vers vous. Vous savez, moi qui suis la 2e génération de la Shoah, je vais vous surprendre, mais je considère comme un privilège extraordinaire de pouvoir me battre pour l'avenir de mon pays. Parce que ça, ni mes parents, ni mes grands-parents n'ont eu ce luxe-là. Donc, même si ça fait très mal, même si on souffre, même s'il y a des douleurs insupportables, c'est un prix évidemment épouvantable à payer. Mais quand on sait profondément dans son être au monde qu'on n'a pas d'autre choix, je crois que c'est quelque chose qui vous donne une force formidable. Alors, cette guerre, on va dire, est arrivée juste après les dissensions terribles qu'on a connues entre nous, tout simplement, où on parlait même de guerre civile probable. Enfin, on était dans une phase où il y avait des discours haineux entre différentes franges de la population israélienne. Aujourd'hui, vous parlez de l'Israël d'après. En tout cas, vous voulez réfléchir à l'Israël d'après. C'est tout à votre honneur. Est-ce que vous pensez que l'Israël d'après sera plus juif ou sera recentré sur des valeurs plus juives? Écoutez, je pense que si vous voulez, ce qui a été avant cette guerre, cette division au sein du peuple juif en Israël, était aussi une preuve magnifique, si vous voulez, de l'engagement profond de 2 camps qui chacun était complètement convaincu de leur vérité profonde et qui se sont affrontés sur la base de valeurs, de liberté, de démocratie, comprises par les uns comme celle-là, comme ceci, et comprises par les autres comme cela, mais sans vraiment, à aucun moment, remettre en question le profond engagement et le profond amour. La preuve, c'est que les gens se battaient évidemment par amour pour Israël, pour cet Israël qu'on veut, libéral, tolérant, ouvert, respectueux des uns et des autres. Et je pense que cette leçon de ce combat commun aujourd'hui va incontestablement modifier, si vous voulez, la manière dont chacun des camps va s'exprimer. Il n'en reste pas moins que des grandes questions nous attendent pour l'après, sur le plan de la société civile en Israël, mais aussi sur le plan politique. Je crois que c'est une évidence parce que il y a quand même eu, si vous voulez, des fautes et des négligences et des ruptures de contrats à la fois morales et sécuritaires entre nous et nos autorités respectives. Et je crois que ce qui est très beau et qui est très rassurant et qui est très honorable, c'est cette prise de responsabilité de pratiquement tous les dirigeants politiques et de défense qui véritablement se sont exprimés, mais néanmoins se battent avec toute la détermination et toute l'énergie possible. Alors vous avez raison, il y a eu des différences, mais ça ne remet pas en cause l'essentiel
de l'engagement profond du peuple juif en Israël pour ce pays et pour ces valeurs-là. Et je crois, si vous voulez, que quelque part, les Américains l'ont parfaitement compris. Et je crois, si vous voulez, que bien sûr, le fameux discours de Biden, Don't, restera dans l'histoire comme un discours churchillien, et probablement pour celui qui, comme Kennedy l'avait fait avec les missiles de Cuba, en plaçant ces grands engins de guerre dans notre mer autour d'Israël, a probablement, on ne va pas dire éviter une troisième guerre mondiale, ce serait un petit peu grandiloquent, mais a probablement évité un conflit encore plus large. Et je crois qu'à cet égard, avec son expérience et avec cet âge qu'on lui reproche, mais qui lui a permis véritablement de comprendre et de capter le véritable danger de ce que ça pouvait devenir, il a mis en place ces engins de guerre qui nous protègent et qui donnent et qui lancent un message très très fort à nos voisins. Et puis aussi, je vais vous dire, je trouve dans cette espèce de silence, mais intéressant, de la plupart des pays arabes avec lesquels nous avons des relations, quelque chose de profondément encourageant sur la manière dont ces pays-là vivent leur être musulman et islamique, qui est quand même un autre monde que ces animaux du Hamas. Et ça aussi, si vous voulez, ça ouvre une porte vers un espoir. On était à un fil de faire de cette région une région prospère, magnifique, avec des liens extraordinaires. Alors, on a fait aussi probablement de grandes erreurs, on en parlera aussi, et nous et les autres pays arabes, en véritablement, si vous voulez, s'éloignant de toute reconnaissance d'une entité palestinienne, celle-ci ou une autre, mais il n'empêche que c'est quand même, si vous voulez, un point commun. Ils ont peur de l'Iran, et à juste titre. Ils ont peur de ces bras terroristes insupportables qui peuvent mettre en danger également leur système et leur gouvernance. Et je crois qu'à cet égard, il y a une coalition, si vous voulez, sous-jacente, qui est quand même extrêmement encourageante pour Israël. Alors, Israël, d'après, ce sera exactement voilà, le thème de votre rencontre Zoom du jeudi 9 novembre à partir de 19h. On mettra bien sûr le lien sous la vidéo. Il y a des intervenants passionnants, je les rappelle, Sarah Feinberg, le Rav Daniel Epstein, le professeur Denis Charbit et le docteur Aryeh Ben Samoun. Vous allez bien sûr... Elle est professeure aussi, Sarah. Oui, bien sûr, elle est professeure, Sarah. On l'a reçue plusieurs fois sur cette antenne. Elle est absolument extraordinaire, vraiment. Alors, évidemment, on a envie de parler encore avec vous parce que franchement, c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche très profondément vu le changement qu'on a vécu en très peu de temps. Du jour au lendemain, on avait l'impression de découvrir, alors bien sûr la guerre évidemment, mais un visage aussi de la société civile complètement différent, un visage exceptionnel, un peuple exceptionnel. Certains en France, il y a des voix qui s'élèvent notamment dans la communauté musulmane pour parler de nous comme un peuple de lumière, qu'il ne faut pas, il ne faut pas tuer la lumière. Enfin, c'est vraiment absolument fantastique. On ne le dit pas assez. Je pense aussi à Achim Laneshek, qui était absolument contre le gouvernement, contre tout ce qui se passait, qui dénonçait énormément de choses et qui ont été les premiers à se mettre dans les rangs, à remonter leurs manches et à faire vraiment à l'idée, on va dire, de tas d'initiatives qui sont absolument essentielles pour Israël. Alors, eux aussi, vous allez en parler, vous allez parler de tout ça, écoutez, de tous ces changements. Je crois que vous avez complètement raison de reparler de ça. Il faut le dire et le redire, cet engagement exceptionnel et puis cette créativité fantastique de mobiliser toute la population citoyenne israélienne, depuis les grands-mères qui font du babysitter jusqu'à ces Américains qui amènent des machines à laver, des douches à nos soldats, jusqu'à tous ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, vont aider les agriculteurs, font des repas, etc., etc. Il y a une mobilisation qui est véritablement un exemple, si vous voulez, d'énergie et de foi dans ce pays.
et de cet engagement vraiment le plus profond qui soit, et qui est un exemple pour le monde, parce que je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui dans le monde, quand un pays est attaqué comme nous l'avons été, vraiment d'une manière absolument barbare et inacceptable, qui se reprend et qui se bat avec chacun des membres de sa société, avec une énergie et une volonté, une détermination extraordinaire. C'est une source d'énergie, de réconfort, d'espoir. C'est une promesse pour l'avenir. Parce qu'un peuple comme ça, quelque part, si vous voulez, ça véritablement efface cette menace existentielle qui pesait sur nous, parce que voilà, on ne pourra pas nous éliminer ou nous vaincre de cette manière-là. C'est juste pas possible. Et chaque jour, on donne 24 heures sur 24 la preuve absolue, y compris chez nos médecins qui vraiment travaillent du matin au soir pour aider, pour assister tous ceux qui ont été blessés, mutilés. Donc, effectivement, et si vous voulez, ça va être le moment où on va pouvoir, si vous voulez, se regarder, s'exprimer, compter nos atouts et nos forces pour essayer de voir le lendemain de ce peuple juif en terre d'Israël. Et je crois que beaucoup de nos compatriotes, où qu'ils soient dans le monde aujourd'hui, vont véritablement voir, si vous voulez, d'abord l'effroyable menace dont ils sont victimes un petit peu partout en Europe et ailleurs, et le fait, si vous voulez, que dans cet ensemble collectif d'Israël, il y a véritablement une force et une énergie, je crois, à laquelle chacun voudrait être associé d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez raison, c'est probablement sur le plan humain l'atout le plus fort, le plus important et le plus déterminant de ce combat que nous menons en ce moment. Alors Claude, on sait que vous avez toujours pris votre rôle très au sérieux, que vous avez toujours essayé de prendre des contacts à l'international dans tous les domaines de façon à faire briller Israël et le savoir israélien. Aujourd'hui, on a vu dans les campus comme à Harvard ou à Columbia, dans d'autres universités notamment américaines, même en France, en Europe, des déferlantes de haine anti-juive, antisémite. Est-ce qu'en tant que représentante, en tout cas présidente du campus francophone du collège académique de Netanya, vous avez une envie d'être, on va dire, un leader pour que, en fait, tout ça n'existe plus? Est-ce que vous avez envie de montrer la route, d'ouvrir une autre route pour d'autres universitaires dans d'autres pays du monde? Écoutez, d'abord oui, et puis j'ai quand même fait sur le plan personnel un certain nombre de démarches pendant toutes ces semaines. Une des grandes démarches auxquelles j'ai été associée, c'est ce qui s'est passé sous la direction de l'ancien ambassadeur des droits de l'homme, François Imray, qui a réuni, parce qu'il faut que ce soit personnel, à peu près 5 familles israéliennes qui l'ont chargé de déposer au sein de la haie du tribunal des droits de l'homme, des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité, une démarche qui va probablement aboutir et qui va permettre à un très grand nombre, précisément, de personnalités islamiques et de personnalités musulmanes de s'exprimer en essayant de se détacher de cette horreur. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut absolument qu'on prenne en main, si vous voulez, ce collectif judéo-musulman pour véritablement montrer à quel point ce qui se passe au nom de l'Iran est le contraire. Et le contraire est une horreur pour n'importe quel musulman sage et si vous voulez, honnête et représentant d'un certain nombre de valeurs. Et cela, évidemment, il va falloir l'exporter un peu partout. Alors, c'est vrai, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on fait appel à toutes nos universités qui sont des partenaires avec nous pour pouvoir véritablement s'exprimer en leur fournissant tous les documents nécessaires, possibles et imaginables, tous les films possibles et imaginables, tous les témoignages, pour que véritablement, si vous voulez, au moins la vérité telle qu'elle est
ne puisse pas être mise en question. Imaginez-vous qu'hier, cette députée de RAM en Israël a commencé à faire du négationnisme absolu en ce qui concerne les horreurs du 7 octobre. Je veux dire, c'est des choses qui sont complètement inadmissibles. Alors, je crois que tout est chacun, où qu'on soit, et quelle que soit, si vous voulez, notre capacité de porter la vérité, il faut se battre. Il faut se battre pour cette vérité-là. Et je pense qu'au bout du compte, si vous voulez, il va y avoir un clivage très net entre les forces du mal et les autres, et que chez les autres, précisément, nous aurons une place importante où il va falloir, comme vous le savez, ma chère Cathy, vous qui êtes une femme de médias, je crois que le grand combat médiatique, le grand combat d'Asbara, le grand combat de diplomatie publique et politique sur le compte d'Israël est tellement, si vous voulez, maladroit et pas assez professionnel et pas assez fort. C'est une des grandes faiblesses de notre système. Et j'aurais aimé, à un moment ou à un autre, pouvoir mobiliser véritablement tous ceux qui sont venus, par exemple, du monde entier sous la houlette de notre porte-parole de Tsahal, regarder les horreurs du 7 octobre, qui sont repartis partout dans le monde et qui ont véritablement témoigné de ce qu'ils avaient vu. Et ils font changer, c'est une petite goutte d'eau, mais incontestablement, ça a du poids. Et plus on pourra les remobiliser pour reprendre les choses, il faut continuer véritablement à sommer les gens, si vous voulez, de cette vérité-là, pour que aucune autre fiction ne prenne place dans ce discours et dans ces témoignages. Alors, on vous retrouve pour ce Zoom, bien sûr, du 9 novembre à 19h, heure israélienne, 18h, heure française. On mettra les coordonnées. Vous pouvez téléphoner si vous le voulez pour réserver vos places ou en tout cas vous inscrire tout simplement 050 233 51 37. Merci beaucoup, Claude Breitman, d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment, Cathy. Merci infiniment. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous remercie profondément de nous avoir donné la possibilité de parler de cette rencontre, de réflexion qui va ouvrir des horizons et qui, je crois, sera porteuse d'espoir, mais sur des bases de réflexion profonde, authentique, sincère, et avec tout le cœur de nos participants. Merci mille fois. De rien, avec plaisir. Merci à vous.